C'est ici qu'on gueule. Alors aujourd'hui on parle de quoi? Conflit de travail, grève, lockout. Évidemment, bah, c'est pour moi, hein. Je suis français. Attends, note solidaire là sur le... Et comment t'écris solidaire? Alors je vais faire attention à ce que je dis. Je rentre chez moi des fois, alors soyez sympa. Écrit grève. Ouais, grève. Grève. Alors, aujourd'hui, on va parler des conflits de travail. Le conflit de travail, vraiment, se décompose en deux parties. La grève, qui autorise légalement les employés à sortir manifester leur mécontentement, et le lockout, qui est le côté patronal, qui, au même égard, a le droit tout à fait légal de mettre ses employés en dehors du champ de travail, en dehors du site du travail, pour pouvoir les ramener à la table de négociation par la suite. Alors, il est important de vous préciser que ce soit la grève ou le lockout, sont des droits fondamentaux, les deux étant autorisés par la loi. Les syndiqués ont tout à fait le droit de démontrer leur mobilisation et leur mécontentement par une grève, et le patronal peut tout à fait les mettre en lockout s'il estime que, par exemple, il n'y a plus de débouché. Il va faire une rupture de négociation pour revenir plus tard. Évidemment, le conflit de travail est un immense sujet. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur deux choses. La première, c'est votre rôle comme agent de sécurité pendant le conflit. Et la deuxième, c'est nos attentes. Nous aussi, on a des attentes envers vous. Le conflit de travail, c'est ni plus ni moins qu'une partie d'échec. Que ce soit le côté patronal ou le côté syndical, chacun avance ses stratégies pour faire plier l'autre. Et nous, on est au milieu. Grenade, grenade, ça, hop, et grenade dans la gueule. Eh oui, c'est la révolution. Alors, on a une responsabilité qui est double. Oui, on est embauché pour faire un travail au point de vue sécuritaire et pour s'assurer de la continuité des affaires malgré une grève ou un lockout. En revanche, notre responsabilité est aussi engagée envers les syndiqués qui manifestent. Alors oui, on a des responsabilités, autant du côté patronal que syndical. Nous devons absolument assurer la continuité des affaires qui nous est demandée par le côté patronal, mais il faut que les grévistes et les syndiqués puissent manifester en toute sécurité. Et ça, c'est notre responsabilité d'agent de sécurité, que tout se passe bien. Il y a une équipe de nuit, une équipe de jour, des fins de semaine, et ça s'arrête pas vraiment. Alors sachez que s'il pleut, on est dehors, s'il neige, on est dehors, s'il fait beau, on est dehors, et on a de la chance. Le travail est assez exigeant, vous allez toucher à plein de choses différentes. Votre superviseur peut vous demander aussi bien d'être en stand-by, d'être en réserve dans un véhicule, d'être à l'extérieur sur la ligne de piquetage, aller ouvrir des lignes de piquetage, faire passer des véhicules entrant, sortant. Les journées sont longues, mais intéressantes. Si vous faites insulter, laissez-les vous insulter. Patron, décapitation, explosion. Les insultes ne sont pas dirigées envers vous, ils ne vous connaissent pas, ils connaissent l'uniforme avec écrit sécurité. N'oubliez pas, la grève génère énormément de frustration. Nous sommes le paratonnerre de toutes ces choses-là. On représente la sécurité. Ils ne veulent pas savoir qu'on est là pour eux aussi. Évidemment, les grèves sont exigeantes. On ne dort pas, on ne n'est pas au cellulaire, on n'est pas avachi dans un véhicule, on est perpétuellement sur le site, filmé par les caméras du client, filmé par les syndiqués, quelquefois par les médias. Vous allez vous retrouver dans les réseaux sociaux dans les 10 minutes, et en plus vous êtes sous l'œil de votre superviseur. Tous ceux qui ont déjà fait des conflits de travail le savent, on a un niveau d'exigence qui est un peu plus élevé et on entend à des gens qui soient avec une grande acuité. Et oui, effectivement, ça peut être dangereux, il est important quand vous faites rentrer un camion de 53 pieds de le garder à l'œil. Alors il faut être prêt à tout, et quand vous faites ça pendant 9 heures, croyez-moi, consécutifs, c'est fatigant. Alors, petit rappel, il peut se passer des jours, voire des semaines sans qu'il ne se passe rien. Et un beau soir, sans qu'on ne sache pourquoi, ils vont venir découper un grillage, voler, graffiter, casser une vitre, n'importe quoi. Si vous n'êtes pas vigilant jour après jour, nuit après nuit, et ben ça sera sur notre responsabilité. Notez, faites des rapports, ils vous le sauront demander, et vous devez alimenter votre superviseur dans tout ce qui pourrait vous paraître étrange. Vous pouvez avoir 10 autobus de 25 personnes qui débarquent en 5 minutes. Une centrale syndicale peut être appuyée par un autre groupement syndical ou la même centrale syndicale d'une autre ville. Si vous avez de petits groupes d'individus qui partent chacun de leur côté alors qu'ils ne l'avaient jamais fait, qu'on est en plein après-midi et que d'habitude ça ne se fait pas, prévenez votre superviseur. Lui va faire une chaîne d'information jusqu'au client pour l'avertir que d'autres entrées du site pourraient être bloquées, ce qui n'est pas forcément toléré. Le droit le plus fondamental du patronal, c'est de pouvoir continuer les opérations
opérations, c'est-à-dire produire, livrer des clients, faire venir prendre la marchandise par d'autres clients, c'est-à-dire alimenter un entrepôt, d'où le fait qu'on va vous demander d'ouvrir des lignes de piquetage et de pouvoir un minimum continuer les opérations d'un client. L'entrée et sortie des personnels cadres non syndiqués de l'entreprise qui va se faire quotidiennement parce que c'est eux qui vont faire tourner l'entreprise pendant que les syndiqués seront à l'extérieur. Alors pour la ligne de piquetage, vous allez avoir beaucoup de frustration à gérer. Il est important de vous référer en permanence à votre superviseur. Lui va se mettre en contact avec les syndiqués, mais aussi les chauffeurs de camions qui pourraient venir, les livreurs, le gars qui vient alimenter la cantine tous les jours, le gars qui vient chercher les uniformes. Ils vont être stressés. Ils vont être évidemment mis en pression par les syndiqués qui vont entourer leur camion. Donc vous allez aussi avoir cette pression-là à gérer de certains chauffeurs de camions qui peuvent ne pas avoir apprécié s'être fait insulter, avoir perdu du temps, etc. C'est notre rôle en tant qu'agent de sécurité de rester calme en tout temps. Nous devons être l'iceberg au milieu de la tempête. Oui, qu'est-ce que vous voyez? Un iceberg droit devant! Nous ne rentrons pas dans aucun jeu. On garde le sourire, on est professionnel. On vous voit les gens, on ne les tutoie pas. On ne les touche pas, on demande poliment les choses. Même s'ils sont énervés, même s'ils sont écœurés, c'est notre travail. Ne pas accepter quoi que ce soit venant des syndiqués, ne pas fraterniser, ne pas discuter avec eux. Vous ne savez pas quelle information vous pouvez par inadvertance leur livrer. Le superviseur, lui, il a un rôle un petit peu différent. Il doit être la courroie de transmission d'informations entre le côté patronal et le côté syndical. Il doit aussi évidemment appliquer les demandes patronales sur ce qui est des livraisons. Il doit s'assurer que tout se fait à l'heure, dans les meilleures conditions possibles aussi bien pour nous, pour les chauffeurs, pour le groupe syndiqué. Et évidemment, il va nous donner les informations à nous, à savoir est-ce qu'il y a assez de matériel, d'agents, etc. Alors, les défis que vous allez rencontrer sur la ligne de piquetage. Alors, il y a des défis sur la ligne de piquetage. Alors, la première, c'est les syndiqués. Ils vont vous mettre une pression de tous les diables. Comme je vous le dis, votre stoïcisme, votre calme, c'est réellement ce qui va vous aider. Très difficile de s'énerver envers quelqu'un qui a un beau sourire, qui vous dit bonjour monsieur. Ça leur enlève beaucoup d'armes. Ils vont entourer les voitures, ils vont essayer de mettre de la pression sur les conducteurs qui, eux, n'ont pas l'habitude. C'est notre devoir de s'interposer poliment, de rassurer la personne qui est à l'intérieur du véhicule, de lui dire « Madame, vous me regardez, moi, et je vais vous faire rentrer. » Et on rentre au pas, tout doucement, et il n'y a pas de problème. La deuxième chose, les drapeaux que vous pouvez trouver très gênants parce qu'ils aiment bien, certains syndiqués passent le drapeau sur les pare-brises des voitures. Rappelez aux syndiqués qui fait ça, n'hésitez pas que c'est un acte illégal, qu'il n'a pas le droit de toucher à la propriété privée d'autrui et que la prochaine fois, vous porterez plainte. D'habitude, ça suffit. La dernière des choses, mais non la moindre, les clous. Je vais vous présenter votre meilleur ami, le balai à clous. Alors lui, vous allez l'aimer. Si vous ne le passez pas à la maison, celui-là, vous allez le passer 3-4 fois par jour minimum. Parce que c'est le seul moyen de sortir et de rentrer sans crever nos pneus. Je vais vous donner un exemple. Mardi dernier, 3 véhicules sur site, 4 flats sur 3 véhicules. Bah alors, sur le coup, vous allez me dire, ouais, mais non, parce que c'est ce véhicule-là qui vous fait rentrer chez vous le soir. Donc il est important de passer le balai au clou si vous voulez rentrer un jour, dormir. Alors vous comprenez aussi que c'est pour ça que vous ne travaillez jamais avec votre véhicule personnel. Toujours avec des véhicules loués. Pour ça qu'on vous fait venir le matin, prendre un véhicule, si c'est votre véhicule, au bout de 3 jours, 3 pneus, vous allez trouver ça un petit peu embêtant. Donc le balai à clous, cette merveille d'ingénierie, il est sublime en plus, vous allez le passer 3 fois par jour. Alors on peut trouver des entreprises qui ont plusieurs sites, pas forcément d'ailleurs dans la même ville, quelquefois très éloignées, mais comme ça touche la même convention collective, on va devoir couvrir les deux. Malheureusement, aussi une des tactiques employées par certains syndiqués, comme ils n'arrivent pas à atteindre les gens qui viennent travailler sur le site parce que nous faisons notre travail, ils débordent un petit peu en allant quelquefois les embêter directement à leur domicile. Il peut y avoir de la surveillance à domicile. Le conflit de travail, c'est pas générique, c'est large, ça vit. Une journée, ça peut être très très bien. Et le lendemain, une catastrophe et on va vous demander 15 collègues de plus, 5 voitures supplémentaires. On ne peut pas savoir. Le conflit de travail, c'est réellement quelque chose qui vit. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, c'est pas quelque chose qui est figé dans l'action. Vous n'avez pas de ronde à faire tous les matins pour vérifier vos extincteurs ou vos portes. Ça marche pas comme ça. Le conflit de travail, c'est pas toujours à côté de chez vous. Oui, il y en a à Montréal, mais ça peut être aussi à 5 heures, 12 heures de route. Vous allez dormir à l'hôtel, on va vous donner un per diem. Vous allez être recruté pour un certain nombre de semaines avec une équipe qui monte par la suite. Alors sachez aussi que sur un conflit de travail, une tension à la table de négociation, vous allez le ressentir immédiatement sur la ligne de piquetage. Une frustration de la part d'une demande syndicale qui a été refusée,
vous allez le sentir sur les lignes de piquetage. Un président syndical, et vous allez le voir au bout de quelques jours qu'il se déplace, sachez qu'il ne se déplace jamais seul, les médias vont venir avec lui, va générer une grosse tension sur la ligne de piquetage. Pas sur l'instant où il va faire son discours et que tout le monde va l'applaudir. Oui, enfin, vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Mais une fois qu'il sera parti, la tension va être à son maximum. Il y a une règle de 3 qui existe dans les conflits de travail. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. 3 jours, parce que c'est l'effet de groupe. Les gens viennent de sortir, les gens sont au maximum de leur énergie. Ils y croient dur comme fer, donc ils sont assez énervés. 3 semaines, les premières frustrations commencent à arriver. Ça fait longtemps qu'on est dehors là. Puis il se passe rien, on n'a pas de nouvelles. Les négociations sont à l'arrêt. 3 mois, beaucoup moins drôle. Les premiers bills des banques commencent à rentrer. La voiture n'a pas été payée, le loyer est en retard. C'est pas avec les subventions qui touchent qu'ils arrivent à vivre correctement. Donc là, la frustration est à son maximum. C'est à ce moment-là que les tensions, vous allez les sentir vraiment. Les syndiqués sont à fleur de peau. C'est là que le dialogue est important avec eux. Il faut qu'on soit compréhensif. Alors maintenant, je vais vous parler de l'injonction. Normalement, le site du patronal est relativement bien fourni en caméras de surveillance. Si jamais la ligne de piquetage déborde, est trop émotionnelle ou violente ou démonstrative, le client a droit de se servir de la preuve vidéo accumulée par ses caméras de surveillance pour aller à la cour demander une injonction. Le juge statuera sur ce qui se passe. Il peut aller jusqu'à demander à ne plus avoir autant de syndiqués, limiter le nombre de syndiqués sur le passage, ou alors les astreindre, à leur demander de ne plus faire usage de moyens sonores, de ne plus approcher les camionneurs, de ne plus parler, de rester en mouvement, etc. Les possibilités juridiques sont très vastes et c'est souvent ce qui finit par se faire quand la convention collective tarde à se régler. Une fois que l'injonction a été émise, vous allez avoir une copie qui vous est donnée par le client et votre travail, c'est d'appliquer l'injonction. Si ils sont plus nombreux que l'injonction le prévoit, qu'ils sont agressifs, bruyants, qu'ils dérangent pour la production, l'appel de la police pour l'application de l'injonction se fera très rapidement et la police viendra appliquer l'injonction qui est un jugement. Alors il y a une dernière chose qu'il faut savoir, c'est que pour les grèves à long terme, on voit souvent que le syndicat amène des ustensiles pour pouvoir tenir dans le temps. On parle de bouteilles de propane l'été pour les barbecues, génératrices électriques pour l'hiver, les chaufferettes, compresseurs à air réguliers pour les sirènes pour pouvoir faire un maximum de bruit. Et donc ça, vous devez vous assurer que c'est toléré par le client et que c'est légal. Un barbecue fait sur un site privé au milieu de la rue, faut savoir si la ville est accepte ou pas. Et donc vous devez vous renseigner. Si c'est pas le cas, appelez les autorités qui s'arrangeront avec les syndiqués, mais ne laissez, je vous en prie, pas une bouteille de propane ou un bidon d'essence à côté d'une génératrice à l'air libre, aux yeux et aux vues de tous. C'est pas correct. Sinon, ça peut coûter cher à la saucisse. Après, ça va sentir le gaz. Alors, c'est sûr, c'était un vol de surface, on va dire. C'était vraiment, on n'est pas allé dans les détails, c'est très vaste. On ne peut pas résumer ça en quelques minutes. J'espère que vous allez vous abonner, que vous allez liker, et on va se revoir sur une ligne de piquetage avec les syndiqués.